Ok Grumly, alors on compte sur toi. Il faut que tu nous fasses un bon speech pour vendre l'école des facs. Merci Grumly. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour et bienvenue dans l'école des facs, un podcast de chroniques aux sujets variés parlant de technologie et ou vie numérique. Les deux chroniques de cet épisode vous sont proposées par Kepra. Bonjour Kepra, tu vas nous parler de patients connectés, c'est ça ? Tout à fait, je vais m'interroger sur la capacité que peut avoir un patient à être actif dans la relation avec ses médecins grâce au numérique évidemment. Merci. Et l'autre chronique sera celle de François Courtis. Bonjour François. Bonjour. Alors pour toi, Patreon va devenir une sorte de Facebook payant. Et ouais, en effet, je vais vous parler de Patreon et pourquoi cette plateforme toute naïve de financement, toute innocente, va devenir le prochain Facebook. Alors faites gaffe, parce que François est devin. Et Gilcorp. Il avait prédit la fiction auditive de Cyprien. Et la mort du chanteur de Linkin Park. Non. Supprime. À vos côtés, dans le studio virtuel, on retrouve Loise. Bonjour Loise. Salut Émeric. Je dis pas bonjour aux autres, il n'y a que toi qui m'importe. Merci. Ça me touche. Flashty, bonjour Flashty. Ah, salut à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, 2 semaines, ça fait... Oh là là. Ouh. Ah, tu m'ôtes mes blagues de la bouche. C'est sympa. Je les prends directement à la source. Merci. Cosmo Flash, bonsoir Cosmo Flash. Depuis le dernier épisode, j'ai médité sous la cascade et je reviens avec de l'énergie. Yeah. Ça s'entend direct. Avec de l'énergie. Et enfin Sous-X, bonsoir Sous-X. Enfin bonjour Sous-X, car bonjour et bonsoir, ça dépend à quelle heure on écoute. Salut à toutes et à tous, bonsoir les amis. Moi je suis pas ton ami. Puisqu'on a changé de formule, comme Flashty l'a bien précisé, ça fait 2 semaines qui se sont écoulées depuis l'épisode précédent. Ouais. 2 semaines, soit 14 jours, c'est court. J'ai l'impression que ça fait seulement 14 minutes. On n'a pas bougé en plus, on est resté là pendant les 2 semaines quoi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a divisé le temps, mais j'ai aussi l'impression qu'on a divisé la qualité. Non, c'est que pour des chroniques. Tu dis ça quand c'est une chronique, ouais. Bah t'as tout à fait raison. Mais on va pas démarrer par François, on va démarrer avec les chroniques de Kepra. Kepra, qualité. c'est à toi. Docteur Web. Symptômes mal de gorge, ça tombe bien quand je tousse. Est-ce grave si mon oreille gauche me gratte ? Avez-vous déjà eu un bouton sur le bout du petit orteil ? Voici autant de requêtes absurdes que tout le monde peut aujourd'hui renseigner dans son navigateur, attendant généralement une réponse de notre grand médecin à tous, Doctissimo. Et on le sait très bien, Doctissimo, c'est le mal et le meilleur moyen pour au mieux croire qu'on va mourir dans l'heure, au pire devoir suivre des conseils totalement non avisés. Mais être un patient connecté en 2017 doit-il se limiter à ses comportements ? Ou est-ce un phénomène qui pourrait enrichir la relation patient-praticien ? La démocratisation des usages a toujours un effet néfaste sur des pratiques qui, tant qu'elles restaient accessibles à un petit nombre, gardaient un caractère sérieux, entre d'un côté des curieux, suffisamment malins pour trouver la bonne plateforme pour poser la bonne question, et de l'autre, des gens qui s'expriment parce qu'ils savent un minimum de quoi ils parlent. Sur des sujets médicaux,
La transition vers cette démocratisation peut vite découler à un agglomérat de bruits parasites, à des généralités sur des sujets trop pointus pour les contributeurs et à une relation patient-docteur détériorée par un cliché du « vous avez encore vu ça sur Internet, c'est ça ?» Ce raccourci du « sur Internet », nous l'avons tous connu, je pense, les parents et proches disant que nous passions du temps sur Internet, comme si cela ne correspondait qu'à une activité, à l'image du couch potato connecté H24 devant TF1. Et c'est ce qui nuit à la relation patient-docteur aujourd'hui, malgré de fortes opportunités, selon moi, pour que les deux parties puissent travailler main dans la main. Non, je ne parle pas forcément de trouver un remède pour un rhume, même si parfois, quand on va chez le médecin et que la seule question qui nous est posée est « Vous avez de la fièvre ?» et que si on a le malheur d'y aller un hiver, il va nous dire « Vous avez forcément la grippe », ça pourrait être utile, mais plutôt de certaines pathologies où la recherche est à la fois suffisamment peu avancée pour qu'il n'y ait pas de solution toute faite et très foisonnante pour empêcher le plus spécialiste des spécialistes d'être au courant de toutes les avancées, pistes ou autres théories dans son périmètre d'intervention. Il y a alors, dans une relation de collaboration quasi professionnelle entre un praticien et son patient, un fort potentiel pour échanger et enrichir les points de vue et permettre d'évoluer ensemble dans l'accompagnement. Malheureusement, les raccourcis Doctissimo, assez populistes, entraînent souvent un cercle vicieux. Des spécialistes estiment qu'ils sont seuls maîtres de l'accompagnement de leurs patients, encourageant ceux-ci à suivre aveuglément le protocole de soins, sans se poser de questions ni être curieux sur le sujet. Mais n'est-ce pas ce comportement qui pousse les patients à tomber dans les pièges de gourous, justement sur Internet en général, jouant au même jeu que les médecins, clamant leur vérité et invitant les patients à remettre entièrement en question ce qui leur est annoncé, donnant naissance à des traitements alternatifs, incitant par exemple à se nourrir uniquement d'air, comme on peut le voir parfois. Les pranas. Tout à fait, eux-mêmes. J'en attends peut-être beaucoup de l'espèce humaine, quand je crois en notre capacité à penser et à réfléchir, d'où mon espoir qu'on puisse arriver à une complémentarité entre les traitements conventionnels et une approche plus individualisée, où chacun est conscient du rôle de chaque élément de son traitement et sait interagir avec le corps médical pour, ensemble, optimiser le suivi. En conclusion, 2 pistes pour moi pour s'initier et commencer à devenir un patient connecté. TED, où vous avez certainement déjà vu des vidéos, il y a des interventions médicales qui peuvent être assez intéressantes, où par série de 15 minutes, de nombreux experts dans leur domaine présentent des sujets clés de manière assez vulgarisée, accessible au plus grand nombre, et de manière beaucoup moins accessible des sources comme PubMed, où là c'est quand même beaucoup plus sérieux, vu qu'on rentre dans des bases de données d'études publiées dans les journaux scientifiques. C'est généralement ce qui est repris avec des titres assez chocs dans les magazines, qui eux ne vont en retirer que ce qu'ils veulent. Là au moins vous aurez le mérite de pouvoir en obtenir les données brutes. Et vous, êtes-vous des patients connectés? Seriez-vous prêts à l'être? Moi je dirais que Cosmoflash est connecté. Avec tous les gadgets. Alors, ça me plaît beaucoup comme sujet, c'est une très bonne chronique. En fait, bon alors personnellement je suis rarement malade, donc je vais rarement chez le docteur. Est-ce que je serais prêt à devenir un patient connecté? Alors peut-être, mais j'ai toujours peur de trouver des mauvaises informations sur Internet et de me dire non, j'ai absolument pas ça, ça me paraît complètement fou et tout. Alors est-ce que je serais prêt à être un patient connecté? Je sais pas encore, je suis toujours open pour aller chez le docteur s'il le faut. Mais c'est vrai que c'est une activité que je fais de moins en moins, donc je pense que c'est comme aller faire ses courses. Je pense qu'un jour je vais le faire sur Amazon ou sur Shop ou je sais pas quoi. Donc je crains un peu de devoir numériser ma santé et en fait je pense que je suis un peu tradition là-dessus, c'est que j'ai peur de numériser ma santé parce que finalement le cyberespace on peut y être je veux dire avec sa tête, mais j'ai pas très envie d'y être avec mon corps aussi, ou d'y laisser mon corps. Bah, c'est vrai que c'est le problème c'est le problème du web de manière générale, c'est qu'en effet t'es vite guidé. On parlait il y a 2 semaines des GAFA et du coup de Google par exemple ou Facebook si jamais t'es exposé à des contenus, et de plus en plus soit tu vas avoir vu un contenu sur Facebook parce qu'il est partagé par des amis et donc on reste dans la bulle filtrante, donc il va y avoir des choses de gens que tu connais pas, que tu connais qui peuvent avoir les mêmes problèmes que toi par exemple, ou alors sur Google
Doctissimo, vu l'historique qu'il a, si tu fais une simple recherche, la plupart des gens vont tomber sur ces beaux forums avec des trucs alarmistes ou autres. Donc il manque sans doute aujourd'hui des accès plus spécialisés à ce sujet-là qui permettraient d'éviter de tomber dans des résumés un peu catastrophes qui pourraient en effet plus faire de mal que de bien. Alors, on nous dit dans l'oreillette que la carte vitale est déjà une sorte de numérisation de notre santé. Oui, c'est c'est vrai. la vérité. C'est ta piste d'audit. Mais vrai. c'est plus d'un point de vue économique, j'ai l'impression, parce que en termes de style, enfin pour l'avis du docteur, il reste meilleur, je pense, en réalité que en virtuel. Oui, Ouais. il faut savoir une chose aussi, c'est qu'en France, on a quand même une grande chance d'avoir des dossiers médicaux qui nous sont assez facilement partagés. Mais il y a d'autres pays où c'est pas forcément aussi simple. Et je sais par exemple qu'aux États-Unis, quand tu passes une radio, un scanner, une IRM, tu n'as pas le droit en fait de voir les comptes rendus et de repartir avec. Enfin, tu as le droit de les voir quand tu es avec ton praticien, mais t'as pas le droit de les ramener chez toi. On t'envoie pas de copie parce qu'en fait, il y a toute une propriété intellectuelle et donc oui, tout de la santé. tout élément qui sort du scanner appartient au fabricant du scanner. Ah ouais, putain, c'est dingue, Donc ça. tu n'as pas accès à ces données-là. Donc en effet, pour réussir à numériser ne serait-ce que les éléments de suivi de ton dossier, c'est très compliqué. Si je peux me permettre, du coup. Mhm. Oui. Tu peux te faire mettre. Je peux me permettre, du coup, voilà. En fait, il y a un truc aussi que moi, je pensais que t'allais en parler, mais du coup, t'en as pas parlé. Mais le patient connecté aujourd'hui, c'est un patient du coup qui a un smartphone. Et du coup, quand on pense patient connecté qui a un smartphone, on pense application. Et du coup, j'ai découvert dans une étude des Échos, quand j'ai vu ton sujet, je me suis renseigné, qui disait que seulement 24% des 165 000 applications de santé dans le monde déclarent l'intervention d'un professionnel de santé pendant la conception. Donc, qui est un médecin qui donne des conseils, qui est là pour suivre un peu le développement de l'application. Du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a plein d'applis qui traînent sur le marché qui peuvent donner l'impression de pouvoir connecter sa santé et la suivre de manière efficace, qui sont en fait des trucs au pif, quoi. Et du coup, la santé, c'est quand même quelque chose de très important. Est-ce que tu trouves pas que c'est dangereux de connecter justement notre santé sans passer d'abord par un encadrement par l'État, par l'ordre des médecins, par le ministère de la Santé, pour pouvoir s'assurer d'avoir des outils qui soient complètement sûrs et qui puissent remplacer efficacement l'avis du médecin. Alors c'est toujours la difficulté, je trouve, par rapport à ces encadrements. Je pense qu'en effet, c'est beaucoup trop la jungle, mais malgré tout, il faudrait laisser différentes opinions Enfin, il faudrait pas qu'il y ait un corps unique. Enfin, on voit ce que ça a donné sur et ce que ça donne encore sur des sujets qui sont assez propices à la polémique, comme le tabac il y a quelques décennies, l'alimentation. Aujourd'hui, t'as des lobbies dans tous les sens qui vont te faire des recommandations en disant ça c'est super. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut pas faire ça ici, il faut pas faire ça. Le tabac, ça a quand même duré pendant quasiment un siècle avant que les gens se mettent d'accord et disent fumer c'est mal. Mais pendant quasiment un siècle, tu avais le droit aux publicités avec votre médecin fume et s'en porte très bien. Coucou le lait. On te disait on te disait même de boire un petit Ricard. Enfin, les conducteurs de train, on leur disait buvez un petit Ricard avant de prendre la charrette. Hein. Et puis le vin rouge, c'est bon pour le sang. Le vin rouge fait partie des alcools qui sont quand même avec modération parmi les meilleurs. Messieurs, Jusqu'un jour, imaginez une application qui serait reliée à un médecin 24/7 qui aurait tout votre dossier médical, qui aurait un cabinet avec des appareils à la pointe de la technologie qui seraient capables de vous faire des analyses de sang très précises, très rapidement, de scanner votre corps en 45 secondes et déjà de vous donner s'il révèle des anomalies, du diabète, des anémies, etc. François Courtis sort de ce corps. Et ben en fait, ça existe. Ça s'appelle Forward. C'est sorti aux États-Unis en début d'année dernière. Et en fait, tu payes un abonnement de $150 par mois et tu peux aller voir ton médecin autant que tu veux dans son cabinet ultra high-tech et tu as une application pour pouvoir lui parler si tu as n'importe quel problème. Et s'il estime que c'est, pertinent, assez important, il te fait venir.
$150 par mois quand même. C'est un truc d'hypochondriaque, un peu. Ouais, carrément. C'est un truc de possesseur d'iPhone. C'est vachement cher. Hein. D'ailleurs, on parle d'iPhone. Exclusivité à iOS, mais je suppose. les mecs, arrêtez. En France, on paye rien de ce qu'on fait. Arrêtez. C'est Non, l'État mais voilà, qui que ça paye continue, tout. que ça continue, monsieur. Bah ouais, que ça continue. Mais sauf que tu crées de la dette. Ah, De c'est toute façon, moche. la dette, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre la Mais France c'est en hors prison, sujet, c'est ça? c'est hors sujet. Mais du coup, Non mais qui traque son activité sur iPhone, c'est déjà de base intégré. Mais Sur Android aussi, non? Samsung a une application, oui, qui s'appelle Health. Bah, Si je dis pas de Google, bêtises. Google Health, Google Health. Google Santé Google aussi. Health. Moi, j'avais c'est une Fitbit. Oui, mais voilà. qui traque son activité dans l'école là? Moi, j'ai arrêté, c'était relou. Moi, j'ai un bracelet connecté qui moi, fait... l'Oise. Moi, Emmerich, j'ai un truc qui fait compte les pas, qui fait le rythme cardiaque, les étages. Et ça, Kepra Le aussi. café. et ça vous aide? Moi, ça m'aide Ouais. pas pour ma santé, c'est juste pour me motiver à me bouger. Si j'arrive à quantifier ma quantité d'activité, au moins je sais si j'en ai fait moins ou plus que les jours précédents. Tout comme Emmerich. c'est pas- Et j'ai même vu que quand je buvais de l'alcool, mon rythme cardiaque au repos augmentait de 10 BPM. C'est intéressant. Hein. Et moi, je traque également mon alimentation sur ma petite appli MyFitnessPal. Très bonne appli. Et toi, Curtis? pour ma part, ouais, en fait, moi je paye un abonnement pour une clinique privée, ce qui me permet d'aller rapidement chez le docteur en cas de problème. Et c'est payé étant donné que je suis en Pologne, et c'est mon employé en gros mon employeur qui paye la moitié de ce service. Et j'ai une application où, en gros, je peux prendre un rendez-vous par Skype. Mais en C'est Pologne, ça juste coûte ça. 10 € par mois, non? En fait, je sais pas ce que moi justement, je paye 10 € par mois, mais mon employeur paye le reste. Comment le consortium États-Unis-Suisse est en train de clasher les pays de l'Est. C'est assez violent. Ouais. Mais sinon, c'est pour revenir sur le sujet, peut-être pour l'ouvrir un peu, moi je suis vraiment dans la team. Les médecins, c'est des gros cons, ils ont pas une vision systémique. Non, mais j'ai des bases. Moi j'ai des bases, monsieur, j'ai des bases pour affirmer cela, puisque j'ai terminé des études de biologie, d'environnement, et donc oui, moi je peux affirmer que non, c'est des gros cons qui prescrivent des médicaments un peu n'importe, un peu à l'arrache, sans se rendre compte un peu du tout le système. Ils n'ont pas du tout de la pensée systémique, comme on dit. Donc moi je me méfie vraiment des médecins. Et ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je trouve en fait sur Doctissimo, il n'y a pas assez de vidéos do it yourself ou des tutos. Par exemple, tout ce qui est Fabrique sa propre dialyse. Comment se faire une saignée moyenâgeuse? Tu viens de te prendre une balle, on te montre comment l'enlever. Non, mais par exemple, tout ce qui est détartrage chez le dentiste, franchement, c'est. Faire des détartrages solo. Non, mais sérieusement, Avec des liens et tout pour acheter le matos. Non mais ça va pas bien là. Le non, top mais 5 des c'est- DIY Lien affilié Doctissimo. à Amazon. Putain, mais T'as Curtis, pas à chaque besoin, épisode, il sérieusement, sort un t'as truc pas comme besoin ça. de faire bac plus 5 pour faire un détartrage. Un coiffeur te le fait, quoi. C'est c'est vrai. Mais quel C'est vrai, coiffeur, c'est- putain! Mais Alors, c'est vrai, c'est vas-y. purement technique. eh ben, Les instant, coiffeurs polonais sont assez efficaces. Polyvalent. instant tuto, vas-y, explique-nous comment un coiffeur te fait un détartrage. Non, mais je veux dire que t'as pas besoin d'un niveau d'études aussi élevé pour faire un détartrage. Donc, en fait, ça coûterait moins cher à la société si t'es juste des assistants qui ont fait un CAP détartrage qui te le fassent. Comme et toi, en tant que consommateur, ou je sais plus comment on dit, pas consommateur, mais pour le patient, Patient. pardon. Conso acteur. Patient acteur. Et ben, ça suffit, un petit CAP, ça suffirait. Et toi, comme ça, tu payes 5 € et puis voilà. t'es CAP content. dentiste. Un petit CAP, mais cette médisance, quoi. On s'éloigne un tout petit peu du sujet, revenons aux patients Ah, non, connectés. pardon, oui, Coiffeur donc je connecté. reviens. Non, je reviens sur le sujet. Et quand Vas-y. je vais chez le docteur, en fait, vu que je suis un patient connecté et tout ça, le docteur, il met 5 ans à taper sur son ordinateur, là. Alors, monsieur Alizemoro, Tu tapes sur ton bureau, là? c'est Tu tapes sur ton bureau en ce moment, c'est tu ça le mimes. patient connecté dans la Tu mimes dans un réalité. podcast. C'est qu'il tape à 3 à l'heure, quoi, c'est n'importe quoi. On tape sur la police Et, aussi ou avec 2 doigts aussi. Et sur les Oh, bambous. putain. Mais bon. C'est Ah, le numéro joli, 1, en tout cas. joli. Mais donc, en conclusion, Doctissimo, allez plus loin.
Non, mais... Oui, non, mais c'est vrai, quoi. Allez, plus haut. Il a raison. En Allez, gros, que les plus patients, haut. les gens se contentent pas de Doctissimo pour se documenter sur Non, la mais santé. allez pas plus loin. Les mecs, c'est que des hypochondriaques qui maintiennent ce site. Non, mais en vie, justement, quoi. il faut aller au-delà de Doctissimo et carrément y passer au-dessus, quoi. Ah non, moi je disais... Non, c'est pas pour ça qu'il disait ça. Oui, non, moi je dis, le site Doctissimo doit aller plus Ah. profondément dans le sujet, quoi. Oui. Qu'il a Il disait libéré pas les aller gens. voir des revues scientifiques comme Kepra, hein. Il disait pas ça. En fait, que le web master de Doctissimo Ouais, en fasse gros, des tu voudrais que opérations. Doctissimo devienne une vraie référence médicale avec des Un vrais hôpital. sujets, tu veux dire. Il devrait organiser un prix Nobel de médecine, Doctissimo. Bah, Non, puis mais avec pourquoi des liens pour acheter des packs tu sais, pour se détartrer, tout ça. Ça Des existe packs de déjà, ça. fraiseuses. Non, mais... Après, le problème, c'est l'accès à l'information. Pour les gens, je dis les gens, hashtag les gens. La référence médicale, c'est Doctissimo, quoi. Ça Benoît, fait peur. Ce serait peut-être au rôle du ministère de la Santé sur son site de regrouper les sources fiables. Ça marche pas, sérieux. Ou alors, Quand tu dis les il gens, faudrait tu penses aux déclarer. gens qui ont des androïdes, hein. Tu veux dire des hémorroïdes? Les gens qui paient pas 150 € pour avoir un docteur du futur. Non, mais sérieusement, par exemple, des gens qui font de la vulgarisation médicale, faudrait peut-être les mettre un peu plus en avant. Je pense par exemple à Julien Méniel qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Dans Ah ton- Corps. non, non, mais arrêtez. Pourquoi non? Ah non, c'est très Vas-y. mauvais. Il est la forme est pas top. C'est le putaclic de la santé, là. C'est le La formule est Julien pas top, Chiez du C'est doctorat. YouTube, quoi. Exactement. C'est une très très bonne définition. Du doctorat? Non, pourquoi pas tu du dis ça? doctorat, mais, Il était infirmier. Oui, Alors, je sais pas infirmier. pourquoi vous lui cassez du sucre sur le dos, puisqu'il est, il est infirmier de formation. Donc, Julien Chiez ou il est- Non, Julien Julien, l'animateur de la chaîne Dans ton corps. Mais non, mais c'est pas parce qu'il est infirmier que la chaîne elle est bien. Je trouve que c'est pas forcément la meilleure manière de parler de santé, je trouve. Au moins, c'est simple, quoi. Ben, au moins, il y en a un qui en parle, il le fait avec un peu d'humour et ça marche, quoi. Il a des vues, il y a des gens qui le suivent. Enfin, au moins, s'il permet Il y a de des casser... vues, il y a des vues. S'il permet de casser des mythes, moi je dis que c'est pas plus mal, quoi. S'il permet de rectifier un petit peu les dégâts de Doctissimo, moi je dis 100 Oui, fois je Mille trouve fois que oui. par rapport à ton médecin qui a à peu près 15 minutes à te consacrer pour une consultation et Doctissimo qui fait des raccourcis et qui amène des hypochondriaques, comme on disait tout à l'heure, je trouve qu'en effet une vulgarisation type Dans ton corps est plutôt pas mal. Donc on est tombé bien bas quand même pour se raccrocher à des chaînes YouTube pour comprendre la santé. C'est-à-dire que les médecins font pas du tout leur job. Mais ils ont pas le temps. C'est pas ils les peuvent médecins, pas faire c'est quoi que ce le soit. le Ils- monde est ministère de rempli la de Santé Mongols, fait pas quoi, son c'est job. tout. Eh bien moi je vous dis docteur Piécène à Saint-Lazare est un docteur qui prend le temps. Il prend le temps de parler avec les patients et de leur expliquer pourquoi ils sont malades. Et cet homme-là devrait avoir un prix Nobel. Voilà ce que j'ai à dire. T'as fait ta visite de pronctologie il y a récemment ou comment ça se passe? Petit TR. Non mais écoute, Pas placé. j'ai une relation très privilégiée avec mon médecin. Ah bah oui, Et justement. je vais lui dire que je l'aime. Je vais lui dire que je l'aime. Je l'aime d'un amour vivant. Dites à votre médecin que vous l'aimez la prochaine fois que vous irez le voir. C'est sur ce petit conseil. Que tu veux On va finir. enchaîner. Moi, j'aurais dit de toute avec façon, la que chronique. ce soit médical ou un autre sujet, les gens, c'est des Mongols, quoi. C'est Non, bien ok, d'avoir des- ok. Ils viennent de Mongolie, tu veux dire? Non, mais c'est vrai. Enfin, le besoin de vulgarisation, c'est cool, mais si les gens réfléchissaient un peu et ne gobaient pas tout ce qui est écrit sur Internet, il se porterait bien mieux, le monde. Un vieux débat. Il faut de la curiosité, il faut aussi De l'esprit avoir été critique. éduqué à faire le tri dans les infos. Ça, c'est pas gagné. Ils tentent de le faire au lycée, mais ça, c'est pas facile. Et la documentation médicale, c'est pas forcément accessible aux débutants, donc il manque peut-être une étape. C'est la faute du numérique. Prends ça, le Vidal. Ouais. Fuck le web. Ouais, t'en as marre. Hein. Il reste une chronique. Il est tellement au bout de sa life. Allez, c'est qui, là? C'est qui le con qui a fait une chronique? Curtis, allez. Alors, hein. Moi j'étais bien avec mon petit message d'amour au médecin sur la fin, hein, Loise, je ne te remercie pas. Pardon. C'est vrai qu'il y avait une bonne transition qui était en La cours. transition était en cours et tout, et puis il y a un connard qui est venu. Allez. Putain, en plus j'ai envie de chier là. Viens. Je suis plein vénère. François Courtis, on enchaîne avec ta chronique. C'est à toi. Nous sommes tout ouïes. Le capitalisme social.
on y va. Donc moi je vais parler de Patreon. Patreon, on connaît, c'est la plateforme de financement participatif. Tu donnes de la thune. Ah, je le répète parce que personne n'a ri à cette blague. Pardon. Participatif. Ah pardon, on n'avait pas compris. Bravo. Allez. Bon, on connaît le principe, tu donnes de la thune à des bobos, etc. Et ça n'a rien à voir avec un réseau social. Et pourtant, je vous l'affirme, c'est le prochain concurrent de Facebook. Et je vais vous expliquer pourquoi et même comment on va y parvenir. Alors, je vais dérouler ma prédiction en 3 étapes. Étape primo. En fait, déjà c'est maintenant que ça se passe. Les petites communautés autour de podcasts, autour de pages Facebook, partagent déjà des contenus exclusifs, payants, à leur communauté via le feed Patreon. Rappelez-vous, chers auditeurs, de mon tweet post-like à la fin de l'épisode 5 de l'école des facs. Alors évidemment, vous en rappelez pas parce que Monsieur Loise a fait sa super longue chronique, super bien, et donc vous avez zappé. Batal. Mais lors de ce tweet post-like, j'attirais de façon assez chaotique, je dois l'admettre, votre attention sur une page Facebook qui poste des mèmes et se finance grâce à un Patreon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une partie des mèmes sont réservés à la communauté des patriotes, donc via le feed. Donc seulement à ceux qui payent. Ok. Et à l'époque, donc il y a 2 mois, je parlais d'un des premiers pure players sans domicile fixe, avec un paywall. Il te manque 2 buzzwords. Autrement dit, ils arrivent une page Facebook Premium. Merci. Ça, mon petit pote, c'était le 1er juillet. Et gardez bien cette date dans vos têtes quand vous écrirez la biographie de l'Internet. Tu veux dire le 1er juin ? Non, c'est le 1er juillet. L'épisode 6 alors ? 5. Alors le 1er juin. Il est cool, Curtis, on parce n'est que pas... il fait que des cross-refs à ses anciennes chroniques et anciens twist post-like. Et il recycle aussi ces tweets Le post-like. mec s'auto-cite tous les 2 mois. T'as l'arnaque. Bon, on chipote là. Je passe directement à la étape 2. Vas-y. Donc après les petites communautés là qui ont migré sur le petit Patreon, ça va être le tour des gros acteurs. Et on va commencer avec les pure players de l'information sans site. Donc avec Minute Buzz, Brut, AJ+, mais aussi Explicit, c'est-à-dire les anciens d'ITélé. Eh bien, on a vu apparaître les premiers pure players de l'information sans site. C'est-à-dire que leur support, ce sont les réseaux sociaux. Bon, ok, c'est cool. Mais lorsqu'on regarde un peu vers leurs grands frères, Slate, Ufton, Post, Rue 89, OVNI, Atlantico, Mediapart, combien sont à l'équilibre avec un modèle purement publicitaire ? Je vous pose la question. Selon moi, peut-être à mon avis seulement le Ufton. Post. Et le reste dans le rouge. Atlantico, c'est dans le rouge. Ils essaient de passer dans le premium. Sled, on sait pas trop. Ils sont pas aussi dans le premium. Flat, je pense. Et Mediapart, justement, c'est fat, mais c'est le seul qui ne repose pas sur la pub. Les autres, OVNI, Rue 89, POF, c'est mort. Donc on voit, cool, juste la pub. En fait, ça marche pas des masses. Donc, Monsieur Brut, Monsieur Minute Buzz et Monsieur AJ+, ok, peut-être qu'entre vous, il y en aura un seul, un UFPost. Un seul qui réussira. Mais les autres, à mon avis, faudrait peut-être, à votre avis, à mon avis, il faudrait peut-être plutôt suivre la voie de Mediapart, justement, c'est-à-dire le payant. Et comment devenir payant alors que j'ai pas de site ? Patreon ? Et voilà, Patreon, pardi. Et là, je passe à l'étape numéro 3. Quelle est donc cette étape numéro 3 ? Étape numéro 3. C'est le design de Patreon va se Facebookiser. Déjà, en fait, donc les petits générateurs de contenu qui diffusent exclusivement leur contenu via Patreon, et donc aussi les gros poissons vont venir, donc forcément Patreon va réagir. Et déjà, actuellement, rien que le design de Patreon peut s'apparenter à un Facebook Premium avec un feed qui regroupe les posts des projets que l'on soutient financièrement.
Donc en fait, au lieu d'être fan d'une page comme Facebook, on est fanancier sur Patreon. Oh putain. Oh la blague de merde. C'est un joli mot. C'est pas un- Préféré participatif. visuellement, hein. Vous l'avez entendu ici, en premier sur l'école des facs. Premier sur l'école des facs. Et donc Putain, moi c'est je la suis soirée, persuadé que ça va... bah oui mon coco. Et je suis persuadé que ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin et que Patreon peu à peu va se muer de site de financement justement en réseau social de communauté premium. Bon, et pour étayer en étape quadro, en conclusion, pour étayer tout ça, quelques infos. Premièrement, explicite, donc les anciens d'ITélé vont devenir payants. Mais malheureusement, c'est un peu des vieux cons des médias, donc ils vont passer non pas par Patreon, mais par leur propre app. Donc en fait, ils changent un peu de business, selon moi. Donc c'est un peu dommage. Écoutez ma chronique, les gens. Et le deuxième point, c'est que Facebook, vous savez qu'il copie un peu tout, pense à lancer un système de souscription payante. Mais en fait, en vrai, c'est pas pareil. C'est un peu bancal ce que je dis parce que c'est pas pour concurrencer Patreon, mais plus pour faire payer les articles, les instant articles, c'est-à-dire les articles qui sont embeddés directement sur Facebook. Voilà, c'est la fin de ma chronique et je vais peut-être l'ouvrir en vous demandant, et vous, camarades, de par votre usage de Patreon, est-ce que vous ne déroulez pas un peu la timeline justement de votre Patreon comme on déroule la timeline de Twitter? Alors, Kepra ici, je me permets de parler en premier parce que comme ça, on pourra le marquer quand ce sera écrit dans la biographie de l'Internet par quelqu'un que je suis allé contre une prédiction du grand François Courtis et donc que c'était assez osé. Mais je Tu prends des crois- risques. Tu ne seras pas, tu ne seras pas le seul, je pense. Je n'y crois pas beaucoup parce que déjà parce que ma réponse à la question d'ouverture est clairement que non, parce que Patreon, je sais pas si je suis le seul à fonctionner comme ça, mais mon usage c'est je soutiens un projet, je paye, je m'en vais, je reçois un mail me disant qu'il y a une update éventuellement, je clique, je vais voir l'update, je m'en vais, mais jamais j'utiliserai ça comme un fil, en tout cas en l'état actuel des choses. Bah oui. Donc ça c'est le premier point. Mais parce que en fait tu suis pas encore des patronneurs, quoi, tu supportes pas encore des projets qui utilisent Patreon un peu comme un petit Facebook. Mais ça va venir, ça va venir. Oui et non, parce que justement le deuxième point c'est que pour moi il manque dans ce que tu dis là la différence entre diffuser le contenu et ce pourquoi les gens sont sur la plateforme et pourquoi ils accèdent à du contenu. Ce qui fonctionne avec Facebook depuis pas forcément les 10 ans parce que il y a 5 ans on avait encore des doutes sur ce que Facebook allait faire, mais ce qui est sûr c'est que depuis 5 ans ce qui marche c'est que les marques, que ce soit des acteurs de l'info ou autres, ils s'intègrent dans un flux de contenu qui est naturel, qui est il y a Tata Michel qui poste les photos, donc les gens ils vont voir et puis ils voient des trucs et ils sont c'est du temps de cerveau disponible de TF1 version numérique où les gens ils sont là et vu qu'ils sont là de toute manière, autant mettre un carré avec un contenu un peu publicitaire, d'information ou autre entre deux posts d'amis. Mais si c'est une plateforme qui est réservée à des contenus de ce type-là, est-ce qu'en face, il y a des gens qui vont vouloir consommer à proprement parler? Ça n'a aucune capacité, je pense, à concurrencer un flux. C'est parce que pour l'instant, il y a très peu de... Ou alors toi, tu ne soutiens pas de créateurs qui diffusent en exclusivité sur Patreon. Mais ça existe. Mais ça restera de toute manière à la marge. Je parle de ça par rapport quand je dis au que ça fait. va concurrencer Facebook, ça sera quand même un autre usage, quoi. C'était pour faire un mot pute, clic pute, là, je sais plus comment on dit. Non, mais ce qui est intéressant dans ce modèle économique, même si Kepra, t'es pas d'accord, moi je suis d'accord avec toi, François Courtis. Parce que, de toute façon, dans ce domaine-là, ils recherchent pas à ce que la mass user, c'est-à-dire le plus grand nombre de gens qui regardent Brut, par exemple, viennent tous payer sur Patreon.
Il suffit juste qu'en fait sur le Patreon, sur les 492 000 fans de Brut, qu'il y en ait 20 ou 30 000 qui aillent mettre environ 10 € sur le Patreon. Ça leur fait des revenus assez importants mensuels. Et du coup, ils ont un modèle économique qui émerge. Parce qu'aujourd'hui, Brut, c'est quoi ? C'est pas énormément de gens. C'est environ une équipe de 5 personnes, si je dis pas de conneries, je crois. Ouais, donc, un peu plus ? Non, pas plus. Pas plus, ouais. Et par exemple, j'ai été regarder sur Patreon s'il y avait des trucs un peu équivalents sur les news, sur l'actualité, qui récoltaient des sous. Et par exemple, on a The Rubin Report, qui, avec 4325 patrons, récupère $26 000 par mois. Le mec, il est seul. Wow. Et il a 4000 patrons. Donc je pense qu'il y a moyen pour un truc comme Brut qui fait beaucoup d'engagement sur ses contenus, d'avoir justement des gens qui vont migrer sur Patreon. Et là, il suffit juste que Patreon fasse une mise à jour de son interface, fasse un feed qui soit plus friendly, quelque chose qui est plus accessible. Et là, les gens vont être plus tentés et retenus sur la plateforme. Et c'est quoi le truc dont tu parlais ? Il s'appelle comment ? The Rubin Report. The Rubin Report. Et lui, il fait quoi comme contenu ? C'est Il des fait contenus longs. Alors lui, c'est des talk shows à propos d'idées et de la liberté d'expression. C'est de la vidéo ? Est-ce qu'il fait des contenus exclusifs pour les Patreonautes ? Oui, il fait des contenus exclusifs qui sont bloqués d'ailleurs, on peut pas les voir malheureusement. Bah ça c'est cool, voilà. Ça c'est le futur. Ouais, mais c'est des contenus qualitatifs, un truc comme Brut qui fait des petites vidéos. Il leur manque quand même cette fibre. Bah ça peut évoluer parce que les mecs de Brut, c'est des journalistes confirmés, c'est des mecs qui sont pas juste là en touriste, ils s'adaptent aux usages qui sont je suis sur mobile, je regarde ma vidéo, j'ai 3 minutes à y consacrer, pas plus quoi. Mais justement là ils ont 0 €, mais quand ils sont financés par mois pour faire du contenu, qu'est-ce qui les empêche de scaler et d'avoir justement des idées nouvelles et de faire du contenu encore plus quali, un contenu encore plus t'as pas propre. tort, c'est Donc vrai. en fait le modèle économique leur permettra de changer de contenu aussi. Quand t'as raison, t'as pas tort. Mais vous pensez pas, vous pensez pas sincèrement que Facebook a déjà ça dans les tuyaux et qu'ils vont rajouter un système. C'est ce que je me dis moi aussi. Bah ça peu importe, hein, Patreon. Peut-être qu'ils y seront avant Patreon. Quoi. Il y a énormément de services qui se mettent en place où on peut commencer à envoyer de l'argent via SMS et téléphone portable. Le Patreon sur Facebook, ça va arriver bien plus vite que ce que vous pensez, hein. Facebook va pas se laisser bouffer, hein. C'est sûr. Ouais, ça va arriver, mais après. Facebook, c'est toujours maintenant. Facebook, c'est toujours après. Ça peut vivre en parallèle. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui seront pas prêts à payer de toute façon, donc qui resteront sur Facebook. Enfin, si on s'imagine une situation où il y aurait les deux. Mais je pense que oui, en effet, une plateforme qui réunirait toutes tes espèces d'abonnements, justement, bah, ça serait incroyable quand même. Mais regarde YouTube actuellement avec les super chats et les dons. C'est toi François qui dans l'épisode je me permets de faire mon François Courtis, hein, excusez-moi, mais il me semble que dans l'épisode 0 ou l'épisode 1 justement tu parlais de ça avec Snapchat et les stories où tu disais que Facebook avait l'intelligence ou la non-intelligence, je sais plus, d'intégrer les choses une fois après avoir regardé de loin en fait si ça fonctionnait ou pas. Patreon aujourd'hui ça fonctionne, Tipeee ça fonctionne, Ulule ça fonctionne, Kickstarter aussi. Donc attends-toi à ce que Facebook réagisse dans un temps précaire à intégrer un système de Patreon, hein. Et du coup, je me demandais, on parle de ça, est-ce que Twitch est déjà pas dans une situation un peu similaire, puisque tu peux payer des abonnements à des streamers que tu aimes, et donc après tu as plus de choses. Les ZK. Et est-ce que ça marche ça ? Je suis d'accord avec toi sur le fait que Twitch est déjà dans cette démarche. Et YouTube aussi d'ailleurs. Et YouTube a plus de users. Donc, YouTube est déjà dans cette démarche ? Sous quelle forme ? Alors, il y a le raid, mais je parlais surtout des chaînes qui se font financer via les super chats. Et en fait, pour les lives... tu peux faire ça, d'accord, ouais. Ah ouais. Okay. Et pour le coup, on parlait de Julien Chiez il y a quelques podcasts de ça. Juste pour revenir, ce mec-là, par exemple, et pas que lui, il y en a plein, qui aujourd'hui, en plein live, reçoivent des 20, 40, 50 € de dons par personne, par gens qui suivent le live. Des fois, t'en as 1800, 2000. Une fois, pour le 3, ils étaient à 18 000 personnes sur le live. Toutes les minutes, il y avait 20 € qui tombaient. Ah ouais, d'accord, putain. Donc, peut-être que l'avenir d'un pure player média qui fait de l'engagement sur Facebook, ben, c'est d'avoir une chaîne YouTube où ils font des lives, ils récupèrent des super chats. Sachant que c'est un très bon moyen pour blanchir de l'argent aussi. Ouais. Mais c'est vrai, hein.
tu peux pirater des numéros de carte bleue privés et tu fais des dons sur des channels Twitch de tes potes pour récupérer le fric. Bon, t'as sali tout le truc, voilà, merci. Et puis ça s'appelle Chaturbette, surtout. Ah oui, Chaturbette, bien sûr. X-Hamster aussi, il y a ça. Ouais. Non, moi je trouve en fait qu'il est temps qu'on reprenne un peu l'habitude de payer pour avoir des trucs de qualité, que ce soit pour l'information ou la culture. On a eu vraiment trop de gratuit, quoi. On s'est trop habitué au gratuit. On a été gavé de gratuit. Et que maintenant qu'on a la capacité, quand on a la capacité de payer, il faut qu'on sorte les doigts Sachant du portefeuille. Que Patreon te propose de faire des paiements à 1 euro. Et en plus, en échange, on a des mugs quand même. Surtout que la plupart du temps, les Patreons, les Tipeee et compagnie, ça vient d'artistes, ou par exemple, je prends l'exemple des webcomics, qui ont fait du gratuit pendant des années, qui ont galéré à trouver des éditeurs, parfois pour espérer se faire publier, et que maintenant ils peuvent vivre décemment grâce aux dons de gens qui les lisent depuis des années gratuitement, qui continuent à les lire gratuitement, mais qui donnent en échange, pas forcément de contrepartie, puisqu'on peut donner à partir de 1 euro, et on est juste cité à la fin de chaque épisode. Et après, en donnant plus, on a des petits trucs en plus, mais franchement... Ouais. Mais s'il y a trop de payants, il y aura des baisses d'audience parce que les gens, tout le monde peut pas payer. Un truc comme Brut, qui a beaucoup de jeunes. Le truc, c'est que tout le monde peut pas payer, mais les choses restent gratuites. Le produit de base reste gratuit. Donc à premiumisation pour toi. Les gens qui donnent ont juste un truc en plus. Il faut que ce soit suffisant, s'il y en a 5 qui donnent, est-ce que ça va permettre de payer la production d'un truc? Après, s'il y a 5 personnes qui donnent, c'est peut-être que tu fais de la merde ou que t'as une communauté toute petite. Je prends l'exemple de Maliki, un webcomic qui tourne depuis des années. Je crois son Tipeee est à 10 000 euros par mois. C'est Maliki, énorme, quoi. Ouais, mais du coup... Maliki a une communauté énorme. Alors après, peut-être des communautés plus petites, le truc tournera à 1000, même à 600. Même à 600 euros, c'est déjà pas mal, quoi. Ça permet de soulager. Ça, c'est le capitalisme. Je veux dire, si t'es mauvais, t'as pas assez d'argent et tu crèves. Mais c'est vrai que moi je crois beaucoup plus à l'approche de chacune de ces plateformes où il y a déjà le contenu, où il y a déjà l'audience, où il y a déjà tout qui intègre ces fonctionnalités là, type Twitch, type en effet Super Chat à la YouTube, Facebook qui peut lancer ça du jour au lendemain, surtout qui se développe de plus en plus sur la monétisation, enfin le fait de pouvoir faire des paiements à travers Messenger et autres, donc ça va forcément venir de pouvoir monétiser des contenus et de se dire permettez aux gens de vous faire un don. Je crois beaucoup plus au côté volontaire et direct au sein de ces plateformes-là plutôt qu'à l'avènement d'un Patreon qui réussit à marcher sur des plateformes de diffuseurs de contenu. Et ce sera beaucoup plus simple dans le sens Facebook met à disposition une fonctionnalité de don plutôt que Patreon devient un flux d'informations. On est beaucoup trop bloqué sur la plateforme, je trouve, et moins sur les moyens mis en place pour justement rémunérer le contenu. La plateforme, on s'en fout que ce soit Patreon, Facebook, Twitter, YouTube... L'important, c'est que ces créateurs-là puissent trouver leur audience sur la nouvelle plateforme. Après, ils feront tous de la monétisation, de toute façon. Ouais, mais tu vois, il y a différents moyens de monétiser. Parce que quand tu es sur Twitch, tu monétises en one-shot sur le moment parce que tu regardes la vidéo et ça te fait rire. Sur Patreon, tu es plutôt sur de la monétisation récurrente. C'est quand même vachement plus confortable pour un créateur de contenu parce qu'il sait que chaque mois, il va tomber X euros ou X dollars dans sa poche. Ouais. Donc c'est bien qu'il y ait différents systèmes de monétisation de création de contenu. Le seul problème, c'est, comme disait Emeric, c'est que les gens donnent pas, quoi. Parce que nous, si t'es de la génération Y, t'as grandi avec Imul, Napster, etc. et que t'as l'habitude de tout avoir gratos. Bah, le contre-exemple... Entre nous, qui donne justement, ce qu'on peut faire un tour de table qui donne et combien? Moi, je donne, je donne à 4-5 podcasts. Moi, je donne à l'école des facs, notamment. Escroc. C'est bizarre, j'ai pas reçu ton paiement ce mois-ci. Le CFO me fait signe que tu mens. D'ailleurs, je voulais juste dire, je remercie tous nos auditeurs qui nous envoient des milliers d'euros tous les mois sur le Patreon. Non, mais mon banquier les remercie aussi, je te rassure. Curtis, pour aller au bout de ton truc, je donne sur Patreon pour des podcasts, je donne sur des sites qui proposent directement du paiement comme des pure players web. Et je donne 3 euros. Hein ? Tu donnes 3 euros.
Je pense que si je fais la somme de tout ce que je paye sur Internet, je suis à 40-50 euros par mois. Ouais, mais à peu près en moyenne, tu donnes combien par Patreon? Par service Par Patreon, je donne en moyenne $5 par mois. D'accord, ok. T'as déjà fait un Kickstarter, un truc comme ça? Ouais. Parce que moi, je trouve que justement, ces systèmes de paiement et tout, même s'il y a des contreparties, je trouve que c'est pas encore assez, bon, j'allais dire affordant, parler un peu comme les bobos, mais il y a pas encore de truc qui te donne envie de, allez, je mets ma carte. C'est pas assez simple, pas assez rapide. Mais t'as Faudrait pas qu'il y ait un besoin de Apple contrepartie, Pay. Flash. Sur Patreon, t'as pas de contrepartie. Hein. Non, C'est pas pas ce que garanti. c'est pas ce que je voulais dire. Tu peux donner 1 euro, et même de rien que donner 1 euro, enfin, si Je me suis mal exprimé. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est pas assez simple, pas assez rapide. C'est ce que je voulais dire. Pas de contrepartie, mais Pas assez plus rapide. que ce soit. Je pense que les gens paieront plus facilement si le jour où tu auras sur ton ordinateur, par exemple, la possibilité de prendre ton smartphone, tu vois, et avec Apple Pay, je sais pas. Attends, donner comme ça. Patreon, sur PayPal. si t'as un compte PayPal, tu l'inscris dans ton compte Patreon, tu Ouais. choisis le projet que tu veux financer, Ouais. tu choisis ton montant et c'est parti. Tu choisis même si tu veux donner par mois ou par épisode. publication. Tu peux D'accord. même mettre une limite par mois si tu veux. Et si tu veux arrêter, tu cliques sur arrêter et ça s'arrête. Il n'y a pas de envoyer une lettre recommandée pour se désabonner. Comme je ne sais plus quel service à la con en ligne où tu t'inscris. C'est quoi, c'était... France Loisirs. Non, c'est arrêt sur image, je crois. Je crois que c'est Ouais, arrêt sur arrêt sur image où image, il faut ils envoyer sont, un courrier ils sont recommandé pas très- pour Mediapart arrêter. aussi. Ou Mediapart, Mediapart c'est aussi, Mediapart. oui. Mediapart, faut Mais envoyer un c'est à courrier. l'ancienne. un peu. Non, mais c'est pas à l'ancienne pour t'abonner. Par contre, pour te désabonner, faut aller faire une génuflexion devant leur bureau. Devant Edoui Plenel. Alors, justement, moi, j'aime pas enfin, je lis pas Mediapart et j'aimerais savoir, en termes de contenu, est-ce que ça vaut le coup? En termes de Enfin, X est-ce que... Non, ouais, en termes du X du site. Non, mais est-ce que le rapport qualité-prix, c'est important? Enfin, c'est pas important, c'est Je pense que il est quand positif. quand tu donnes à Mediapart, c'est plus qu'un rapport qui a été pris, c'est que tu veux défendre une certaine idée du journalisme, je pense. D'accord. Merci pour ta chronique, François. S'il vous plaît. Oui, Je sais plus comment on dit. François. Il me plaît. Je vous demande de vous arrêter. Non, c'est pas ça. Pour donc revenir plus à la chronique de François, c'est si jamais Patreon change un petit peu son interface, il y a des chances qu'ils deviennent, on va dire, un concurrent assez sérieux à Facebook. Non ? Oh, sérieux, non, parce que moi je dirais que c'est, comme on a dit, en fait, c'est parallèle. Donc de toute façon, Facebook est C'est tellement deux gros pour usages, l'instant. oui, c'est deux usages en fait distincts. Le jour où on pourra faire des dons dans Snapchat. Mais est-ce qu'on peut, moi en fait, je suis curieux, est-ce qu'on peut continuer le tour de table qui donne? Parce que je crois qu'il y a des petits radins qui n'ont rien dit. Quoi, les petits radins? Attends, tu rigoles? J'ai pas envie de me faire striker une 4e fois, mais non, je suis loin d'être radin. C'est moi qui paye pour l'école des facs, hein, mec. Donc, D'ailleurs, il est beau ton mug. T'as un beau mug. Il y en a qui ont des mugs qui arrivent cassés. oui. Non, moi c'est la faute des transporteurs. je donne avec grand plaisir, mais non, je vais jamais sur le Patreon des gens à qui je donne. Je me vois mal en fait mélanger, si tu veux, le côté très social de la chose et le côté financier. Et ça, je pense que le jour où Facebook intégrera ça, Facebook ou je sais pas, Twitter, ou ça me posera un vrai problème. Mais du coup, si les Patreons auxquels tu te donnes font du contenu exclusif à Patreon, tu vas même pas aller le regarder. Je pense à l'apéro du Capitaine. Si tu veux, quand tu donnes, tu reçois une newsletter et tu reçois les épisodes en avance. Ça me va très bien en fait comme principe, comme concept. Ouais, Moi, je donne à premium. quelques podcasts et par exemple ceux de Patrick Béja, et lui, il fait de temps en temps une petite vidéo, un petit édito qui est réservé. Qu'on peut le voir que si on donne sur Patreon. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit truc en exclu pour te remercier de donner, au-delà du simple fait d'être cité de temps en temps ou ce genre de truc, quoi. C'est franchement, c'est le truc qui fait que je vais sur Patreon. C'est qu'il y a des trucs sur Patreon. Je savais pas. Si jamais tu donnes, je sais plus quel. Il y a un autre dessinateur, il met en exclu sur Patreon ses brouillons, son processus de création des personnages, etc.
Donc ça reste toujours assez intéressant, quoi. Ah ben entièrement d'accord. Hein. Mais après, je pense que Patreon en fait ne met pas du tout de budget dans sa communication à ce niveau-là. Et je suis pas en fait, enfin je ne Patreonne pas à des gens qui pourraient ajouter du contenu exclusif à ce niveau-là. Donc j'étais pas du tout au courant en fait de ce type de contenu supplémentaire. François Courtis, le mot de la fin, puisque c'était ta chronique. Non. Est-ce que toi tu donnes, François? Ouais, tiens, François Courtis. Alors, Merci. François Courtis, pour terminer, petite question. Toi, est-ce que tu te donnes à des Patreons, des Tipeee ou des Alors, trucs comme ça? moi je donne en fait au début, et jusqu'au moment où il cite mon nom. Et après, j'arrête, vu que j'ai atteint l'objectif. Ok. Bon, Et le pire, belle technique, c'est vrai. c'est une belle technique. Hein, c'est- Je pense que tu contribueras forcément à la montée éditoriale de Patreon face à Facebook. Et donc c'est ainsi que se terminent les chroniques de ce 9e épisode. Nous passons au tweet post-like Tweet, post-like, on sonne la fin de la récré. et on commence avec Flash Thompson. Flash Thompson, qu'est-ce qui t'a marqué ces dernières semaines? Eh bien, ce qui m'a marqué, cher Émeric, c'est sur Twitter, parce que j'aime beaucoup Twitter, hein, c'est un réseau social très sympathique. J'ai trouvé un thread de Julie Gardium Leviosa, une blogueuse, @JulieInfinity sur Twitter, qui en fait révélait les dessous d'une opération spé qu'elle a fait avec la marque Fitty, et comment la marque ainsi que l'agence The Influencers qui la payait pour faire une photo faisant la promotion d'une marque de la marque de thé, comment la marque l'avait maltraité, l'avait forcé à faire des choses, à mentir sur sa vision du produit, tout ça pour 800 € qui finalement n'ont jamais été versés, et comment finalement pas mal de blogueuses se font un peu arnaquer par les marques qui les utilisent et ne les rémunèrent pas pour leur travail, parce que blogueuse c'est un travail. Donc c'était intéressant ce thread Très très intéressant. sur la condition de blogueuse. Merci Flash. Loise, qu'est-ce qui t'a marqué ce mois-ci? Alors ce mois-ci, ce qui m'a marqué, ce qui m'a interpellé, c'est qu'aux États-Unis, une entreprise a proposé à ses salariés de se mettre une puce RFID sous la peau de la main, entre le Ouais, j'en ai pouce entendu parler. et l'index, pour pouvoir déverrouiller son PC, payer à la cantine, enfin faire tout un tas de choses et ainsi sécuriser ses systèmes de paiement, ses systèmes d'accès aux données et arrêter de mettre des mots de passe sur des post-it. Je trouvais ça formidable. C'est un peu comme des badges, mais sauf qu'ils sont intégrés dans Exactement. nous. Et les puces RFID, c'est comme les cartes de métro, quoi. Ça s'active quand il y a une borne qui émet de l'électricité à côté. Et quand tu démissionnes, on te coupe le doigt. Exactement. Non, une Une petite entreprise incision de avec un Yakuza. scalpel. Une petite incision avec un scalpel. Yep, c'est parti. Cet esprit tordu. Non, mais c'est vraiment... je trouve ça tellement pratique. J'ai hâte que ça arrive chez nous. Alors, Oui, entièrement C'est d'accord. déjà arrivé. c'est quand même risqué. Enfin, ça a quand même la porte ouverte à un tas de choses. C'est pas forcément À toutes les fenêtres. la panacée. Je suppose qu'avec la CNIL, nous ne sommes pas prêts de voir cela arriver en France. Oh, la CNIL, mais il y a la CNIL, déjà, elle en a fait, pas des beaucoup de pouvoir, la soirées, CNIL. Bah, tu mettrais un peu de Biactol. Il y a des soirées qu'on appelle les cheap parties qui ont déjà eu lieu à Paris, où les gens, des petits bobos du 11e, viennent se faire mettre... faire augmenter. justement, Viens de se se faire mettre. mettre une puce RFID dans la main. Il y en a en Espagne et tout. C'est déjà arrivé, en fait. Ouais, mais là, Oh, c'est ça une me démarche rappelle. d'une société privée, tu vois. Enfin, c'est un truc sérieux. La puce a été approuvée par la FDA. Ce que tu dis, c'est de la merde en fait, si tu veux. Donc tais-toi, Flash. Non, mais il a raison. Non, mais Mais non, mais c'est un les vrai truc, qu'est-ce qu'il bio-humains, c'était un truc qui ça va, était la un gestion, peu... les bio-humains, c'était un truc qui était un peu, pas underground, mais comment dire, à l'écart. Et là, t'as une boîte qui dit, non, je propose ça à mes employés, c'est sécurisé, derrière la FDA. Est-ce que les employés peuvent refuser Bien et sûr. dire je préférais juste avoir un badge à la main? Bien sûr. Enfin, un badge classique. Parce que si c'est imposé par l'entreprise et que derrière, ils se font licencier au bout d'une semaine pour une raison bidon... Les c'est chaud. hésitants pourront bénéficier d'une bague ou d'un bracelet à la place de l'implant.
Ah, c'est plus sympa ça. À quel En endroit? plus, c'est fashion. Tu peux choisir des couleurs différentes et l'accorder avec ta tenue. Ça rejoint un petit peu la blogueuse mode de Flash Thompson. Et regardez-le parce que dans 2 chroniques, j'y ferai référence. Ok. Ouh, teasing. Cosmo Flash, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, mon TPL, il s'agit d'un compte Twitter qui s'appelle En direct de Terre 2, qui me fait beaucoup rire. C'est un compte Twitter parodique. Et en gros, le principe, c'est un peu de faire un live de ce qui se passe dans un univers parallèle à celui de la Terre, enfin de notre Terre. Et par exemple, le 10 juillet, En direct de Terre 2 tweetait hashtag internet, la blague du petit Adrien, 8 ans, déchaîne les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est un château et brillant? Château brillant. Voilà. Donc, des trucs comme ça. Ou alors le dernier qui est aussi très drôle, hashtag Bitcoin, Wendy's, le seul fast-food en France, a refusé le paiement en Bitcoin, le fait pour des raisons militantes, assure la direction. Voilà. Donc c'est que des trucs comme ça. C'est assez bien pensé et je trouve assez fin. Donc je conseille l'abonnement. À noter l'image du compte, c'est David Pujadas avec un bandeau de pirate, voilà, un cache-œil, pour bien souligner que c'est un univers alternatif. Sous X, qu'est-ce qui t'a marqué toi ces dernières semaines? Alors, ce qui m'a marqué ces dernières semaines, c'est le tout dernier épisode du Podcaster, le numéro 33, où ils ont fait un hors-série, où ils essayaient d'inventer des concepts, des nouveaux concepts de podcast. C'était super intéressant. Guillaume Jiquel nous a teasé un podcast où les plaisirs coupables d'écouter des vieux morceaux, des morceaux un petit peu à la con, du genre Voyage ou des morceaux de UB40 ou ce genre de choses. Et donc ils invitent à voter pour ça. Bon, ça sera fini à partir du moment où on sortira cet épisode. Mais je voudrais faire un très 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 gros like à Tanuki qui nous a fait une jolie déclaration d'amour et une jolie reco. Donc voilà. Cet épisode, je le dédicace à Tanuki. Et puis aussi, son idée de podcast sur les escape games, c'était pas mal. Hein. Moi, ça me plairait. Ouais, carrément. Mais bon, c'est très centré parisien, quoi. Ouais, mais non, mais il y en a partout des escape games. À Bordeaux, il y en a pas énorme. Hein. Ah, bah, sur escape game, ça pour commence Paris, petit à petit à s'installer, mais ce n'est pas complètement répandu. Ça va être très bien une chronique dans l'école des facs, ça. Le business des escape games. Ah, est-ce que je peux faire une... Ah non, parce que tout le monde n'a pas fait son tweet post-like. Ouais, mais... parce que moi, il me reste un truc à vous partager. C'est un tweet donc de Préfédidou, Damien Bertoncino de son nom, qui a fait un tweet en relevant une info assez intéressante. C'est que le seul journal à avoir posé les vraies questions sur la venue de Rihanna, celle qui fâche, la rencontre entre Rihanna et le couple Macron. C'est Gala qui pose la question. Emmanuel Macron promet 3 milliards à Rihanna. Où va-t-il trouver l'argent ? Car les autres journaux plus sérieux, comme le Dauphiné ou le Huffington Post ou le Point, se contentent de l'aspect people de la rencontre, où Rihanna s'affiche très complexe avec le couple Macron à l'Elysée. Rihanna cite une rencontre incroyable avec le couple Macron. Ou enfin, Rihanna se sent inspirée et impressionnée par Emmanuel Macron. Ils sont pas en train de déchanter sur Macron, là, en ce moment, les journalistes. Donc, Gala, le journal à suivre pour les informations sérieuses et les interrogations qui interrogent. François, tu voulais dire quelque chose ? Ah oui, si je peux me permettre, Aymeric, j'ai fait une petite blague sur ton prénom. Vas-y. Alors, monsieur et madame Hilarson ont un fils et une fille. Comment vont-ils l'appeler ? Laura et Aymeric, parce que Laura aime Ricky Larson. Bravo, putain. Oh mon Dieu, coupez tout, jetez des pistes à la mer. Non, s'il vous plaît, jetez pas les pistes. Je peux faire une reco, vite fait ? Oui, vas-y. Lisez le roman American God, lisez-le. Et c'est ainsi, sur cette belle reco de Flashtick, que se termine l'épisode 9 de l'école des facs.
Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour 5 étoiles accompagné d'un commentaire sur iTunes. Si vous souhaitez réagir et pourquoi pas intervenir dans une prochaine émission, faites-nous signe. On est présent sur Twitter et Facebook, @École des Facs. Mes amis, je vous laisse le mot de la fin. À la revoyure et buenas bourras. Partez slip. Buenas bourras. Buenas bourras. Salut. Ciao, ciao. Ciao. On marche. C'est vraiment, c'est Gala qui a posé la vraie question, c'est d'où... Je compte sur Sous-X pour le montage. J'ai perdu le truc, il y a 15 images.